Merci pour la fidélité na bino na programme à canal numérique télévision bisika iso bozali ko capter biso uto Kinshasa pe mokili mobimba via toutes les plateformes numériques. Boye malamu na nouveau numéro ya Tribune Libre, c'est vrai que le na kotamble na bino à travers biteni mi balé. D'abord déplacement où ezalaki prévu ya bakoko ya Kimbangu po ete bakende na Nkamba cité Sainte mardi 29 juillet 2025 et salamité pona nini ba mususu balobi conflit d'agenda ndenge e monisami na accusé de réception ya gouverneur ya province ya Congo central grâce Nkwanga Bilolo ba mususu balobi esengeli nanu ba démilitariser Nkamba et puis chef de l'état a s'il s'est tourné na province ena ya Congo central boyeba ya kopesa date ya sika poete bakende kokutana na kulutu na bango mpe chef de famille toko yoka yango na muzindo na sima mwa tango nzoka nde SMIC salaire minimum interprofessionnel garanti esengeli pe kotosama kokota en application pambate organe habilité oyo esengeli ekoka nécessairement kokita na terrain pour être et contrôler application na ngoto ekutana na ba employeur esengami esala musala elobi Fidèle Kiangi Matangi le président coordonnateur ya intersyndical national du Congo manso tokokondelango na mwa ntango kimia mpe boboto o mabota mabino ndenge tolobaki déplacement ya bakoko ya Kimbangu bae bakana ki kokende na Nkamba na cité Sainte mardi 29 juillet 2025 atako date tango ezali ko coïncider na anniversaire ya mokolo papa Jangenda Kuntima a salaka accident na 1958 ba kende Nkamba te pona nini ba mususu balobi ke ezali problème ya conflit d'agenda ndenge monisami na accusé de réception ya gouverneur ya Congo central grâce Nkwanga Bilolo ba mususu balobi te esengeli nanu ba démilitariser Nkamba et puis chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a silisa tourner na ye na province ene ya Congo central boye bakoya ko fixer date mususu poete bakoko ya Kimbangu bakende okutana na kulutu na bango mpe chef ya famille Simo Kimbangu Kiangani pona ko bongisa makambo na ndenga famille d'abord ndenge batikala na kokabona uto 23 ans bientôt toyo kana muzindo likambolina epa ya papa Christophe Kisolokele wazali moko ya bakoko ya Kimbangu mpe moko ya bakambi ya Lingomba Kimbangiste na Ela Monkoto azali koloba na ndinga français. Papa Christophe Kisolokele, vous êtes un des petits-fils de Simon Kimbangu. Vous n'êtes pas allé en Nkamba tel que prévu mardi 29 juillet dernier. Malgré l'appel de paix que vous avez lancé, soit vous, soit votre frère Arma Jangenda, il y a toujours des polémiques à la cité. Qu'est-ce qui est à la base de ce faux pas de ce voyage d'Nkamba? Merci Mouta François. Ce n'est pas un secret. Nous avons programmé un voyage, nous l'avons préparé. Et nous avons mis tout ce qu'il fallait, nous avons prévenu tout le monde, que ce soit les autorités étatiques, que ce soit l'autorité spirituelle, qui est Papa Simon Kimankianga Nkamba. Nous lui avons prévenu, nous avons prévenu tout le monde que voilà la démarche qu'on va faire. Nous venons le 29 pour rencontrer notre frère, parler en famille, parler en famille et rentrer à Kinshasa, mais au moins établir un lien pour que dans le futur, nos relations en famille puissent redevenir comme elles étaient avant. Qu'est-ce qui a fauché à ce que vous ne puissiez pas concrétiser cela? Le frein, c'est juste, premièrement,
nous avons écrit, parmi les personnes qui ont été contactées, nous avons écrit au gouverneur du Congo central, parce que c'est l'autorité administrative de la province. Comme nous partons de Kinshasa vers le Congo central, on voulait qu'il soit associé à la démarche et qu'il puisse sécuriser le déplacement, parce que nous ne voyageons pas, on voyage, notre convoi ne contient pas de militaires, c'est juste nous. C'est entre nous seulement les petits-fils de Patrice Mokimbangu. Et c'est pourquoi on avait dit, nous allons simplement, alors si on peut sécuriser pour qu'il n'y ait pas de dérapage, on arrive en camp, on parle avec nos frères et puis on rentre. C'était ça la vision, mais bon, le gouverneur nous a répondu que qu'il avait envoyé ses collaborateurs en Kamba, et Kamba lui a dit qu'ils avaient besoin d'être protégés, que nous venons avec des intentions malveillantes et tout ça, pendant que nous, on avait dit que nous venions avec des intentions en fait, avec des intentions de bienveillance, on venait en paix. Et en plus, c'est pourquoi on a dit, on ne vient pas avec des personnes, d'autres personnes, on vient que nous, dans notre convoi, pour le rencontrer, pour montrer que nous venons en paix. Quelqu'un qui vient en guerre, il vient désarmé, il n'a pas d'armes, il est tout seul, il vient en guerre pour se battre, ça a un sens, non? Non, on voulait préserver cette paix-là, c'est pourquoi on dit, bon, nous venons seuls, mais le gouverneur nous a dit que non, il ne faut pas qu'on parte, parce que Nkamba n'était pas prêt à nous recevoir, et pourtant, on a bien précisé que c'était une discussion familiale. On veut voir notre frère. Ce n'est pas on veut faire un programme de cérémonie, non. On veut juste le voir, discuter avec lui, jeter les ponts. Jeter les ponts pour qu'on puisse reconstruire les liens de famille qu'on avait avant. Donc c'était ça la démarche, mais le gouverneur nous a refusé ça. Il a dit qu'on attende jusqu'à ce que le président finisse sa tournée. C'est après ça qu'ils vont nous dire si on peut aller ou pas. Et ça, c'est le point. Et puis ici, ici à Kinshasa aussi, nous avons discuté. Nous avons parlé avec certaines personnes qui nous ont dit non, il faut pas aller maintenant. Il faut qu'on essaie de démilitariser Nkamba, comme ils l'ont dit. J'ai dit, est-ce que Nkamba est militarisé? Ils ont dit oui, Nkamba est militarisé. Alors il faut démilitariser Nkamba pour que vous alliez là-bas en paix. Donc, pour qu'on aille en paix, il fallait que l'État démilitarise Nkamba. Bon, nous sommes aussi des adeptes du respect de l'autorité. Nous avons dit, ok, ça va, nous accordons cela pour que l'État puisse s'occuper de ce problème qui démilitarise Nkamba, parce qu'il apparemment il y a beaucoup de militaires qui sont entrés, des policiers, il y a même des mercenaires, il paraît. Tout ça, on dit ok, on obéit à l'État, que l'État assainisse Nkamba, comme ça qu'on nous donne l'opportunité d'aller parler en famille. Je pense que c'est vraiment ça, c'est à cause de ces deux options-là que nous avons dit, bon, ce n'est qu'une partie remise, hein, on va leur dire, on va leur donner un temps pour qu'ils démilitarisent Nkamba. Nous, on va fixer une nouvelle date et nous allons partir. Cette fixation-là de la nouvelle date va partir de vous qui sollicitez à rencontrer votre grand frère et chef de famille, ou bien vous allez dépendre de votre grand frère qui est en Kamba Simo Kimbangu Kiangani, ou c'est l'autorité provinciale Grace Nkwanga Bilolo qui s'est invitée dans l'affaire? Non, la date c'est nous qui la donnons, parce que la première date c'est nous qui l'avons donnée. Dans la deuxième date aussi, la date c'est nous qui allons fixer une nouvelle date, mais comme on dit, l'État nous a demandé qu'on lui donne le temps de démilitariser Nkamba. Nous on espère que l'État a le bras long, que ça peut se faire en moins de temps possible. On espère que ça pourra se faire en l'espace d'une semaine ou 2 semaines maximum. Ils vont démilitariser, comme ça nous permet d'aller voir notre frère. Qu'à cela ne tienne, si et seulement si vous arrivez de constater que le gouverneur de la province du Congo central, pour ne pas les citer, Grace Nkwanga Bilolo, est en train de vous endormir avec la démarche amorcée, pacifique soit-elle, que ferez-vous par la suite? Je pense que nous,
on voulait respecter la loi et on a mis même nos droits de côté pour permettre à ce que la loi se fasse. Mais nous allons sûrement fixer une nouvelle date. On n'aura pas besoin, on n'aura plus besoin de qu'on nous dise ça ou ça. Non, on n'aura plus besoin de ça parce que simplement, on se serait fixé. On a dit que voilà, ils ont dit ils vont démilitariser Nkamba. On leur a demandé les délais, ils nous ont dit à peu près les délais. Donc nous allons fixer notre date déjà en fonction de ces délais-là. Et cette date-là, elle sera non négociable. Le temps passe et ne vous attend pas, nous non plus. Qu'est-ce qui va se passer le 16 août 2025 avec les bijoux qu'a construit votre frère à Luanda? C'est lui qui est là-bas. C'est lui qui est en train de construire. C'est lui qui a construit le bijou, comme vous l'avez dit. C'est lui qui a construit ça. Donc c'est lui qui est le maître. Qui est le maître de la cérémonie. C'est lui qui va nous dire si le programme du 16 est toujours valable. Comme ça, on fera l'inauguration du temple avant et puis on reviendra sur cette date-là si on ne la fixe pas avant le 16. On fera l'inauguration de cette grande église sans que vous n'ayez donné le modèle à ceux qui vous observent pour vous embrasser les uns les autres avec votre grand frère et chef de famille, Simon Kimbangu Kiangani, qui pourra couper le ruban symbolique. Je pense que si nous sommes là, si vous êtes en train de nous poser des questions, c'est parce que vous nous demandez qu'est-ce qui va se passer, après quoi? Après que nous ayons une énième fois essayé d'entrer en contact avec notre frère. Donc c'est pas nous le problème. Nous sommes prêts à aller discuter avec Papa Simon n'importe où, n'importe quand, nous sommes prêts. Maintenant, le problème c'est que on nous empêche de le faire. D'abord, on a évoqué les raisons fallacieuses, je dis bien fallacieuses, de l'Église. Ils disent que c'est l'Église qui veut pas et tout. On est sorti même du contexte de l'église. On dit, non, on ne veut pas voir Papa Simon dans un contexte d'église. On ne veut même pas aller à l'église, on ne veut même pas aller prier en Nkamba. On veut juste parler avec lui pour remettre en perspective les choses que nous ont dites, nous ont confiées nos pères. On nous dit dans notre culture que tu as beau prendre les biens que un défunt a laissé, ou à la limite manger sa nourriture, mais il ne faut pas lui enlever ses mots. Dans la culture Congo, les mots sont importants, il y a une incidence dans nos vies. Et nous, on veut juste respecter les mots, les phrases, les recommandations que nos parents nous ont fait. Si ce n'est pas un secret du tout, qu'est-ce qui fait peur en Nkamba, finalement, dans ce dossier qui a duré plus de 23 ans? Qu'est-ce qui fait peur en Nkamba? Pour moi, je pense que c'est un fonctionnement. Quand on nous a laissés, quand notre dernier père est parti, Papa Dialungana Kiangani, quand il est parti en 2001, les recommandations qu'il nous avait laissées, c'était simple et clair. Et ce sont ces mêmes recommandations qui ont fait que Papa Simon soit le chef spirituel représentant légal. Et ces recommandations étaient, vous vous mettez ensemble collégialement et vous prenez une décision. Cette décision devient force de loi. Vous donnez, vous confiez cette décision à l'Éternel et vous la donnez aux anciens de l'Église pour qu'ils puissent porter ça à l'Église. Donc c'était ça la recommandation et c'est le même processus que nous avons fait pour présenter Papa Simon comme chef spirituel, représentant légal, suivi de ses frères qui forment un collège. Et ce collège-là, c'est ça qui fait peur aux gens. Pourquoi? Parce que Papa nous avait dit, Papa Dialunga, il nous a dit que une tête peut produire une décision, mais plusieurs têtes produisent la bonne décision. C'est ça la différence. Et nous, les gens là, les personnes qui aiment le désordre, qui travaillent dans le flou, et ils ne veulent pas de ça parce qu'ils savent que pour qu'une décision sorte, elle sera mûrie. Elle sera mûrie par plusieurs personnes
Et quand la conclusion viendra, Papa Simon va annoncer quelque chose, ça veut dire que cette décision-là aurait été nourrie par plusieurs personnes, par plusieurs esprits, et ça aura une force, comme nos parents nous l'ont dit. Et c'est ça qui bloque, parce que eux, il y a des gens qui ne veulent pas que ça soit collégialement, que les réflexions se fassent. Eux, ils veulent une seule personne, et ce n'est même pas Papa Simon, c'est Papa Zako qui décide dans l'église aujourd'hui. C'est pas Papa Simon, c'est Papa Zako qui décide. Donc, partant de là, c'est lui, Papa Zako, et le système qu'il a mis en place, c'est eux qui empêchent que nous puissions nous retrouver avec nos frères. Il détruit la famille, pareil. Donc c'est à lui qu'incombe toute cette tâche-là, cette responsabilité. Au jour d'aujourd'hui, les statuts de l'Église que vos pères vous aviez légués sont tels que c'était auprès des conservateurs, ou bien il y a eu certaines modifications? Vous savez, quand Papa Diangenda Kuntima, en fait, quand Papa Kisolokel est parti, Papa Diangenda Kuntima était vivant et les statuts sont restés pareils. Quand Papa Diangenda est parti, c'est à ce moment-là, Papa Dialungana qui est resté, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des tribulations. Ils ont commencé à tenter de faire changer les statuts et ils ont fini par faire modifier les statuts. Mais en 99, Papa Dialungana, lors de l'Assemblée générale, leur a demandé qu'on réhabilite les anciens statuts tels que laissés par ses frères qui étaient partis. Qu'on remette au goût du jour tout ce qui avait fait, la sève de l'église kimbanguiste. Donc il leur avait obligé ça. Donc on est revenu aux anciens statuts. Il a même demandé que tous les ajouts soient retirés et que ce qu'on avait retiré soit remis. Donc Papa Dialungana avait réglé le problème en 99. Mais il est parti, il nous a quittés 2 ans plus tard, en 2001. Maintenant, en 2001, les statuts étaient restés, ce que Papa Dialungana avait laissé, mais quand les raisons, justement, ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons été pratiquement chassés de l'église. Les gens disent que nous sommes sortis de l'église, c'est faux. Ils nous ont chassés, on a été brutalisés, on a été menacés. Il y a même un de mes frères qui a failli se faire tuer à Lemba, Papa José, qui sur lequel on a failli le tuer, il a fui. Nous avons des lettres que l'église nous a écrites pour nous mettre dehors. Et pire encore, on parle du journal officiel. Mais ils ont même écrit pour qu'on puisse publier dans le journal officiel que nous ne sommes plus, les enfants de la famille Kisolokene et les enfants de la famille Diangenda ne sont plus kimbanguistes. Voilà les démarches qui ont été faites. Nous, à ce que je sache, c'est sûr que les statuts ont été modifiés parce qu'on n'était pas là justement. C'est pourquoi je dis que la force, la puissance de la parole de Papa Dialungana réside dans le fait que vous êtes ensemble, battez-vous ensemble, construisez ensemble, mourrez ensemble. Parce qu'il savait qu'en faisant ça, on allait protéger le bien nous légué par nos parents. De votre côté, vous puissiez avoir le boche de la rectification des erreurs pour extirper les ajouts. Et comme ça, si et seulement si ça s'est matérialisé à ce que vous puissiez embrasser votre grand frère et chef de famille, vous puissiez en débattre une fois pour toutes, ou bien vous voyez qu'il faut d'abord y arriver et faire d'une pierre deux coups? Moi, je pense que dans l'état actuel des choses, ça c'est mon point de vue, hein, je ne porte pas le point de vue de la famille, je ne suis pas le porte-parole de la famille. Mais à mon humble avis, moi je pense que la première rencontre, c'est des rencontres, c'est juste une rencontre informelle. On veut se voir, on veut juste se voir, enlever un peu les zones d'ombre autour de nous par rapport à nos relations, enlever toutes ces zones d'ombre et rétablir un lien, un pont, c'est tout. C'est pourquoi on ne veut pas mélanger l'église avec la famille. Parce que nous sommes en train de partir. Papa Simon, aujourd'hui, il a 74 ans.
il a 74 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai 59 ans. Dans quelques mois, j'aurai 60 ans. Et la toute dernière de notre famille, elle a 54 ans. Donc, on est plus jeune. On est en train de partir. Maintenant, c'est le legs. Qu'est-ce qu'on va léguer? Quel est l'héritage qu'on va laisser pour les générations futures? Parce que tout se tient d'abord dans la famille. C'est pourquoi vous voyez qu'on se bat pour que le lien de famille revienne au beau fixe avant que nous partions. Sinon, nous allons laisser l'hécatombe ici derrière nous. C'est pourquoi nous voulons arranger nos liens de famille et ainsi préparer le lit pour l'avenir de notre grande famille, surtout l'avenir du nom Kimbangu. C'est ça qui nous intéresse. La réparation des liens de famille vous prend plus de 23 ans. Voyez-vous que l'extirpation des ajouts pour revenir à l'initial pourra être facile dans peu de temps? Moi, je pense que rien n'est facile. Rien n'est facile. C'est pourquoi on dit en priorité, c'est nos liens de famille. Parce que ça sera difficile aussi, parce qu'il y a eu le temps s'est écoulé, il y a eu des choses qui se sont dites, des choses qu'on doit réparer, on doit penser les plaies, on doit cicatriser même ces plaies-là, et après, nous verrons le reste. Moi, je pense que si, au niveau de la famille, nous arrivons à revenir sur nos liens, sur nos relations, le reste se fera plus facilement. Chiton, dans le message de paix, vous dites que votre grand frère et chef de famille, Papa Simon Kimbangu Kiangani, n'est pas contre vous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ou sur quel accélérateur faut-il maintenant appuyer pour que vous puissiez vous embrasser les uns les autres et servir de leçons à ceux qui doutent encore de cette réconciliation qui n'a que trop duré? Je pense que nous avons besoin de l'apport de tous, parce que aujourd'hui le pays se réclame de Papa Simon Kimbangu. Et nous avons vu le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous demander ça officiellement. Il a demandé à ce que nous nous mettions ensemble. Donc, nous demandons simplement que cet accompagnement soit beaucoup plus visible pour aider justement, aider à la réalisation de cette réconciliation. Et à part ça, tout le peuple congolais porte Papa Simon Kimbangu comme étant le héros national de l'indépendance. C'est le père de cette nation, le père fondateur de la nation congolaise. Si c'est Papa Simon Kimbangu, alors nous avons un devoir mémoriel de faire en sorte que l'opprobre qui est jeté sur ce nom-là soit lavé. Et aujourd'hui, c'est la division, c'est le démon de la division qui est en train de nous ronger. Et ce démon-là doit être extirpé, doit sortir de notre espace vital. Ce démon-là doit être extirpé, jeté. Et pour l'intérêt de tous, il faut que tous les Congolais, dans un élan de prière, d'accompagnement, de soutien, puissent appuyer cette démarche-là, qui n'est que salvatrice pour notre nation. Nous avons besoin aujourd'hui, nous avons besoin de ce qui nous unit, des modèles, des exemples qui nous mettent ensemble pour que ce pays reste un et indivisible. Nous avons besoin de ça, des exemples qui... Aujourd'hui, si la famille Kimbangu se réconcilie, si la famille Kimbangu se remet ensemble, la victoire n'est pas simplement pour la famille Kimbangu, mais ce sera une victoire pour la nation. Ce sera une victoire pour les autorités, pour le pays, pour l'Afrique même. Parce que nous avons décrété le 6 avril comme journée du combat de Papa Simon Kimbangu. Et ce combat-là, c'est la libération des esprits, la libération des êtres, des âmes, des pensées de tous les Africains. C'est pourquoi nous avons dit journée de la conscience africaine, le même 6 avril, pour montrer que cette conscience africaine ne peut prendre forme que par l'enseignement, la philosophie, la vie
le regard et les actions de Papa Simon Kimbangu. Donc c'est important pour nous, il s'agit de survie pour notre nation, il s'agit de survie pour notre continent et il s'agit de survie pour la race noire en général. Quel message particulier vous pouvez lancer d'abord à ceux qui doutent de cette réconciliation ou qui tirent profit de la division, mais aussi aux autorités qui attendent encore à ce que ça prenne forme pour sa matérialisation? Tout combat noble, juste, c'est des combats qui ne sont pas faciles à mener. Et ce combat-là, c'est un combat de vie. Parce que 23 ans, c'est beaucoup. C'est toute une vie. C'est des combats de vie. Alors, nous sommes là pour perpétuer les enseignements, pour perpétuer l'idée, la philosophie du kimbanguisme. Donc, nous n'allons pas arrêter ce combat-là. On va se battre jusqu'à la fin pour que les choses redeviennent à la normale. Et la principale clé qui ouvre toutes les serrures, c'est la réconciliation de la famille Kimbangu. Le sang de Papa Simon Kimbangu mis ensemble, le reste des portes vont s'ouvrir automatiquement. C'est pourquoi nous n'arrêtons pas cette démarche, parce que c'est un combat noble. Ça peut être même un combat de toute une vie, mais nous sommes prêts à mener ce combat-là jusqu'à la fin pour que la famille Kimbangu retrouve ses lettres de noblesse. C'est donc. Kambolitali Mangomba, Tolobela, évêque Pascal Mukuna, Wazali ko s'indigner de voir que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soit pris en otage par la communauté Philadelphie. Évêque Pascal Mukuna a Zouaki Bakou Ebele à attaque na ebandeli ya régime ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit du côté abakabiliste que du côté évêque membre de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko. Pascal Mukuna azo sengete le premier des Congolais a ko réservé bango surprise yoko, mais toyebi que le panier circule encore. Salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC et Sengeli et s'appliquer tellement que préalable INSO et Silaki ko Salama et que c'est devenu la loi des partis. Pambate organo ezali habilité et ko kitisa na terrain ba contrôleur du travail ba kende ko kutana na ba employeur oyo bazali ko résister encore pour ba tiangona misala. Et lobby Fidèle Kiangi Matangila, coordonnateur intersyndical national du Congo, oya uti kutu ko participer na masolo ya 113e conférence internationale du travail na Genève na Suisse. Azali pe kolobela likambu ya politique salariale mpe oya tali plan ya rajeunissement ya administration publique ya mboka Congo na Botindi na retraite 300 000 fonctionnaires de l'État. Tomoyoka azali koloba na ndinga français. Président Fidèle Kiangi Matangila, avec les doubles casquettes que vous portez, vous avez pris part à la 37e session du Conseil national du travail avant votre montée pour la participation à la 112e conférence internationale du travail à Genève. L'application du SMIC commence à poser problème à telle enseigne que les travailleurs des opérateurs économiques étrangers se sont même mis à revendiquer. Que faire concrètement pour que cela ne puisse pas affecter le rendez-vous de janvier 2026? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Après le Conseil national du travail, ce n'est pas la 112e, mais plutôt la 113e session. 113e session de la conférence internationale du travail. Mais par rapport à votre question, d'abord je vous remercie d'être solidaire avec les travailleurs congolais. Mais ce que je vais vous dire est que
l'application des SMIC ne pose aucun problème. Aujourd'hui, le décret a été signé et même rendu public. Donc, tous les employeurs sont obligés d'appliquer les SMIC. Il n'y a aucune condition à poser pour appliquer une loi ou une mesure réglementaire. Vous n'avez pas, personne n'a le droit de s'opposer à cela. Sauf si on veut se comporter comme des hors-la-loi. Non. Les SMIC, nous l'avons discuté, les SMIC ne posent aucun problème, les montants ne posent aucun problème. Donc, les employeurs, tout ce qu'ils ont comme devoir aujourd'hui, c'est d'appliquer les SMIC. Si un employeur se permet de ne pas appliquer les SMIC, l'organe chargé à faire le contrôle et le suivi de l'application des SMIC doit prendre des dispositions qui s'imposent conformément à la loi. Nous nous sommes réunis avec nos amis employeurs, les bancs employeurs, ça veut dire FEC, Copemeco et autres, et nous, banques syndicales, nous avons dit que le décret a été pris, le SMIC a été négocié, on n'a qu'à l'appliquer. Les employeurs voulaient se cacher derrière l'annexe qui détermine les tensions et les montants par catégorie. Aujourd'hui, cette annexe-là est mise à leur disposition. Donc, le SMIC doit s'appliquer. À partir, depuis le mois de mai, c'est 14 500 et au mois de janvier, c'est 21 500, soit $7,50. Ça n'appelle aucun débat et aucun employeur ne peut se cacher derrière quoi que ce soit. Voilà ce que je dois vous dire. Entre le dire et le faire, il y a un grand fossé, comme le jour et la nuit, le ciel et l'enfer. Les contrôleurs du travail devaient être largués sur terrain depuis le 7 juillet. Et nous sommes à quelques heures du mois d'août. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous jouez à la complicité de ceux-là qui ne veulent pas l'application de ce SMIC pour le bonheur du petit Congolais? Non, il n'y a pas de complicité, parce que c'est nous qui avons discuté du SMIC. Nous l'avons décidé, nous avons signé. Il n'y a pas de complicité. Il appartient à l'inspection du travail de faire son travail. C'est fini, il n'y a pas autre chose. Qui n'applique pas le SMIC, on doit se le dire en face. Le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités. Ce sont des entreprises de placement. Et ces sociétés, leurs responsables, leurs propriétaires, ce sont des gens de la FEC, des gens de Copemeco, des gens de l'ANEP. Là, c'est au gouvernement de prendre cette disposition, excusez-moi, pour que les SMIC s'appliquent. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas nous qui faisons appliquer la loi. Ce n'est pas nous qui sommes contrôleurs de la loi. C'est l'inspection du travail. Et il appartient aussi à l'ONEM qui donne des cartes, non, qui attribue ces attributions, passez-moi les termes, aux sociétés de placement, de veiller à ce que les sociétés auxquelles il a donné ces attributions puissent respecter les lois congolaises. Ça, c'est l'ONEM. Lorsqu'une société ne respecte pas ce que le gouvernement congolais décide, l'ONEM a le droit de lui retirer le droit de continuer à travailler en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas autre chose à dire. Je l'ai dit et je le répète. Le SMIC est là. Tout employeur est obligé de l'appliquer. Il n'y a pas « Oh non, moi c'est ci, moi c'est là ». Celui qui ne l'applique pas doit trouver la loi devant lui. C'est fini. Il ne faut pas
pas venir demander aux syndicalistes qu'est-ce que nous devons faire. Il faut aller poser la question à la première ministre. Votre décret n'est pas d'application. Les employeurs refusent de l'appliquer. Qu'est-ce que vous dites? Parce que c'est elle qui est la chef du gouvernement. Ce n'est pas les syndicats. Les syndicats, nous avons discuté à trois. Gouvernement, employeur, travailleur, nous avons signé, c'est fini. Nous allons remonter chez M. Ezekiel Baya, inspecteur général du travail à l'intérim, quand bien même il dû être beaucoup plus sur terrain pour savoir un peu plus de cela. Juste à votre retour de la 113e session de la conférence internationale du travail à Genève en Suisse, vous avez pris part à la clôture des assises de la politique salariale. Il y a beaucoup de choses qui se racontent sur le terrain. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela? Qui se racontent sur le terrain, moi, vous me dites qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent sur le terrain. La politique salariale, qu'est-ce que vous êtes convaincu? La politique salariale, vous avez été témoin, le chef de l'État a lancé les travaux sur la politique salariale, c'est pour mettre fin aux différents salaires que nous connaissions dans les pays. C'est pour réguler un peu, pour savoir quel est le salaire de l'huissier, quel est le salaire de celui qui doit être mieux payé, c'est-à-dire de l'huissier au chef de l'État. Parce qu'il faut retenir que le chef de l'État, c'est le premier agent public de l'État. Donc la politique salariale les concerne lui aussi. Si nous voulons réellement une politique salariale qui soit juste comme l'avait souhaité le chef de l'État. C'est tout le monde qui doit être payé selon cette politique salariale qu'on a mise en place. La politique salariale, je vais dire que on a fini la phase de préparation. On a fini, la politique salariale est rédigée. Maintenant, nous, banque syndicale, nous, INAP, nous attendons qu'on convoque la commission paritaire, gouvernement, INAP, et ainsi que les autres camarades syndicalistes, afin que nous puissions nous approprier ça, afin que nous puissions valider le travail qui a été fait par un comité, par une commission que nous avons tous mis en place. Maintenant, il doit venir à la commission paritaire. Et c'est cette commission paritaire qui va soit amender, enrichir ce que les autres ont fait. Une fois terminé, ça va rentrer au gouvernement pour qu'un décret soit pris pour désormais parler politique salariale. En attendant la convocation de cette commission paritaire, où en est-on avec les engagements de Bibois maintenant que les pro-santé se sont mis à l'avant-garde? Vous avez été témoin lorsque je me suis adressé au chef de l'État. Je lui ai dit que le gouvernement ne réalise pas, ne respecte pas ces engagements, que tous les engagements pris, ce sont des discours, c'est resté sur papier, mais ça ne s'applique pas. Et j'ai même dit au chef de l'État que pendant que le gouvernement ne respecte pas ces engagements, les agents pensent que nous, syndicalistes, nous sommes corrompus, alors que nous signons des accords de bonne foi avec le gouvernement, mais le gouvernement ne les respecte pas. Et nous sommes obligés maintenant à notre corps défendant de chercher à utiliser notre arme fatale pour amener le gouvernement à appliquer, à réaliser, à respecter les accords. Mais nous sommes dans notre pays avec un front sur la sécurité du pays. L'Est du pays est entre les mains de ceux qui veulent faire souffrir les Congolais. Est-ce que nous devons, nous en interne ici, encore troubler l'eau? Qu'est-ce qui va se passer si nous,
nous utilisons notre arme fatale face à la non-application des accords par le gouvernement. L'arme fatale dont je parle, vous la connaissez. La grève. Nous évitons qu'il y ait grève. Nous évitons de troubler la paix sociale dans cette partie où nous avons la quiétude pour ne pas renforcer ou apporter de l'eau au moulin de ceux qui sont en train de faire souffrir le peuple congolais à l'Est. Alors qu'adviendra-t-il au cas où le reste des secteurs de la vie congolaise ou de l'administration publique congolaise emboîtait les pas de la logique des professionnels de la santé? Nous allons veiller à ce que cela n'arrive pas. Nous n'avons que le Congo comme pays. Nous ne devons pas tous penser que c'est par la voie de grève que les problèmes peuvent se régler. Non. Nous pouvons bien résoudre les problèmes par d'autres voies, par les dialogues, par des concertations. Je pense que le gouvernement nous a promis il y a une semaine ou 2 semaines passées, par la voix du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, que très bientôt nous allons nous retrouver pour faire l'évaluation des engagements non tenus et voir la possibilité de faire quelque chose et que cela sera fait. Si ce n'est pas fait, à notre corps défendant, nous nous verrons obligés. Et là, le gouvernement sera tenu pour seul responsable de ce qui va advenir. Nous ne pouvons rien faire. Nous savons que les malins, les méchants chercheront à nous attribuer telle ou telle autre appartenance, mais maintenant là, nous l'avons dit au chef de l'État, nous n'appartenons que à la République démocratique du Congo. Nous recherchons le bien-être des agents et fonctionnaires de l'État congolais. Et qu'ils ont les droits, comme tout autre travailleur, député, ministre, sénateur, directeur général des entreprises, les membres des conseils d'administration, ils sont payés régulièrement. Il n'y a aucune raison pour que là où les uns ont 20 000, 30 000, qu'il y ait des gens qui ne demandent que 500 000 francs congolais. Parce que quand je parle de 30 000 dollars, 20 000 dollars, 15 000 dollars, mais ceux qui ne demandent que 500 000 francs congolais, ceux qui ne demandent qu'un ajout de 50 000 francs congolais promis par le gouvernement, ceux qui ne demandent que 130 dollars payables au taux budgétaire, pourquoi vous devez les créer des problèmes? Pourquoi? Le chef de l'État parle de la justice sociale, donc nous tous, nous devons être dans cet élan-là. Voilà ce que je peux vous dire, camarades ou chers amis de la presse. Le plan de rajeunissement de la fonction publique avec la mise à la retraite de 300 000 agents pose encore problème, surtout que certains retraités continuent à crier haut et fort sur le non-respect de leurs droits et avantages. Que faire? Non. Les plans de rajeunissement avec la mise à la retraite. La mise à la retraite, ce n'est pas un secret. La mise à la retraite ne peut se réaliser que si le gouvernement met à la disposition de la fonction publique l'argent pour payer ceux qui doivent aller à la retraite. Si on ne met pas à la disposition de la fonction publique ou du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions l'argent pour que les indemnités de sortie soient payées et qu'ils aillent à la retraite, le ministre de la fonction publique ne va pas inventer la roue, ne va pas créer la monnaie. Pour qu'il y ait rajeunissement, il faut qu'il y ait mise à la retraite. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, impossible. C'est impossible. Par rapport, non. S'il y a des agents qui ont été mis à la retraite, mais qui ne sont pas payés, qui ne sont pas pris en charge par la SENSAP, mais qu'ils viennent à l'INAP. Qu'ils viennent à l'INAP. Je sais qu'il existe un problème. Ça, je le sais. Avec les secrétaires généraux émérites et les secrétaires généraux honoraires par rapport à leur paiement, ça je sais.
Mais quel est le problème? Ce n'est pas la SENSAP qui est fautif dans ces cas-là. C'est la loi. Le statut des agents de carrière des services publics a prévu comment payer un secrétaire général émérite. Et aussi, ceux qui sont des secrétaires généraux honoraires ne peuvent pas chaque fois se comparer aux émérites. Parce que pour les émérites, le mode de calcul de leur pension de retraite est prévu dans la loi. Mais pour les autres catégories, nous nous référons aux conventions de l'OIT. Parce que le problème, c'est la faiblesse du salaire. C'est ça le vrai problème. Et même pour les secrétaires généraux émérites, si dans la loi il n'y avait pas le mode de calcul, ils allaient être comme tout le monde. Déjà, les secrétaires généraux honoraires doivent se réjouir. Le fait qu'on leur paye 704 000 francs congolais chaque mois, alors que ce n'est pas prévu dans la loi. Ça, ce sont des accords, des aménagements que nous avons trouvés. Sinon, ils auraient... on allait leur calculer la pension de retraite comme tous les autres agents. Si elles disent que pourquoi ils ont 700 000, ils devraient avoir comme 1 200 000, 1 300 000 ou 1 500 000 pour se rapprocher aux émérites. Mais que diront les directeurs? Que diront les directeurs? Que diront les chefs de division? Mais maintenant, nous devons nous interroger combien nous cotisons. Combien je cotise? Parce que pour que vous soyez pris en charge après la mise à la retraite avec des montants importants, ça dépend de ce que vous cotisez mensuellement. C'est ça le vrai problème. Si aujourd'hui, les secrétaires généraux qui sont là en fonction, qu'est-ce qu'ils ont? Ils cotisent combien? Ce n'est pas avec les 10 000, 15 000 que nous cotisons qu'on va commencer à payer, on va commencer à nous payer des millions. La caisse va s'arrêter tout de suite après et puis on n'en parlera plus. C'est ça la vérité. Mais s'il y a un retraité qui est dans ses droits, mais que la SENSAP ne paye pas, qu'il vienne à l'INAP et nous, je le prendrai en main jusqu'à la SENSAP. Je vous jure qu'il n'y a aucun retraité qui est dans les normes et qui n'est pas pris en charge par la SENSAP. Il n'y en a pas. S'il y en a, c'est possible qu'il vienne à l'INAP et moi j'irai avec lui à la SENSAP. C'est donc une affaire à suivre. Monsieur le Président, nous vous remercions. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Etikali nanga obe kotonda bino botondi me keba bino baye bozali kosala bisala sala ko bossa na confiance ba pesi bino na parcelle de pouvoir bozana yango bosala keba pambate train ya tolérance zéro nouvelle formule ezali na nzela ko banda na ba collaborateur ya mokambi mboka, c'est-à-dire présidence de la République kino ba garde de morgue na kombo ya Daniel Chisungu, Georges Nkongolo, Fira Ndongala, Richard Ndambu, Guillaume Mubenga, mingi bino baye bozali kotambola na bendela ntomba Kongo na mitema na bino, François Mukanda atondi bino tokutani mbalasi.